Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, chronique et reportage, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat avec au sommaire de ce 1er avril le Rassemblement national qui contre-attaque Marine Le Pen qui ne renonce pas, elle qualifie la décision du tribunal correctionnel de Paris de bombe nucléaire du système et met la pression pour être rapidement rejugée en appel. Peut-elle réussir à concourir pour la présidentielle dans 2 ans? Comment va réagir l'électorat le péniste? Pourquoi François Bayrou s'est-il dit troublé par ce jugement au risque de fragiliser le pouvoir judiciaire? Ce sera notre débat d'actu dans 1 minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ce chiffre 4,1, plus de 4 décès de bébés pour 1000 naissances, c'est la mortalité infantile française en 2024. Les rapports s'empilent, tous plus alarmants les uns que les autres. Il suffit de lire d'ailleurs le dernier rapport de la Cour des comptes pour s'en convaincre. Doit-on s'y résoudre et laisser nos sœurs, nos filles, nos petites filles redouter et craindre l'arrivée de leurs enfants ? Comment la France, montrée en exemple il y a 20 ans, a-t-elle dégringolé au niveau européen? Est-ce lié à la fermeture de 75% de nos maternités depuis les années 70? Comment la Finlande, la Suède ou l'Italie font beaucoup mieux que nous? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, cette offensive médiatique du Rassemblement national. Impossible d'écouter une radio ou de regarder la télé ce matin sans retrouver un cadre du parti fustigeant le gouvernement des juges. Yann Effelé. Bonjour à vous. Sur les plateaux ce matin, les soutiens de Marine Le Pen en nombre pour contester sa condamnation hier. La favorite des sondages, mise hors jeu pour 2027. Aux yeux de Jordan Bardella, les choses sont claires. Tout sera fait pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Des juges ont décidé de manière disproportionnée, de manière politique et de manière partisane d'entraver la grille de départ de la prochaine élection présidentielle. Cible des cadres du parti, les juges accusés de confisquer le pouvoir. Une déviance de la justice qui fait de la politique, qui a envie de se débarrasser du premier parti de France. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est extrêmement grave. Des juges prennent le pouvoir. Nous ne sommes plus, comme je le pensais, en état de droit aujourd'hui, dans un état de droit. Et c'est là où la question de la démocratie se pose, parce que la souveraineté populaire à laquelle les Français sont attachés, choisir eux-mêmes leurs représentants, elle est évidemment aujourd'hui foulée aux pieds. Le mouvement appelle à une mobilisation populaire et pacifique en soutien à Marine Le Pen. À Hénin-Beaumont, dans sa circonscription, élus et militants tractent pour convaincre. Leur député serait victime d'une injustice. Derrière, il y a une cabale qui a été installée pour l'empêcher, elle, et précisément elle. Un système opposé à la candidate du RN. Elle-même contre-attaque avec ces mots. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Ce système visé inclut le gouvernement. Les députés n'ont pas manqué de l'interpeller cet après-midi. Le groupe Rassemblement national ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Si le Premier ministre se refuse de critiquer une décision de justice, l'exécution immédiate avant l'appel de l'inéligibilité l'interroge. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Désormais, le dernier espoir de Marine Le Pen est d'être rapidement rejugée en appel. Le gouvernement souhaite que le procès se tienne dans le délai le plus raisonnable possible. Marine Le Pen qui s'attaque aux juges. On en débat avec Alix Bouillaguet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste politique à France Info TV. Jean Garrigue, bonsoir et bienvenue. Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées, auteur de ce livre Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble chez Payot. Thibaut Mullier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre. On est également, est-ce qu'il est prêt, Bruno Cotresse? Peut-être pas. Oui, je le vois en duplex avec Bruno Cotresse. Bonsoir Bruno, chercheur au CEVIPOF et enseignant
enseignant à Sciences Po. Bienvenue à vous. Et Sophie Dravinel. Bonsoir Sophie, éditorialiste politique. Bienvenue évidemment. Marine Le Pen qui dénonce la bombe nucléaire du système. Alors souvent les élus, pas seulement d'extrême droite, on peut aller de l'autre côté de l'échiquier aussi, ils incluent les médias dans le système. Sauf que là, ils ont bien profité du système médiatique ce matin. Alexis Bouillaguet, comment vous analysez cette contre-offensive du RN? Est-ce qu'elle est pas surprenante? Y avait-il un autre choix? Non, enfin, elle n'est pas surprenante, effectivement, parce qu'effectivement, la peine est lourde, mais les faits sont graves. C'est un système qui a duré pendant 11 ans, qui a été, avec Marine Le Pen, qui a été mise au cœur de ce système, avec 4 millions d'euros. Donc, effectivement, la charge judiciaire est forte. Et je pense que Marine Le Pen, elle est prise entre deux feux. C'est-à-dire que soit elle continuait la stratégie de la cravate, c'est-à-dire la normalisation, mais ça se serait déjà senti dans la défense. C'est-à-dire qu'elle aurait déjà dû commencer au cours de son procès à reconnaître certains faits. D'ailleurs, c'est ce que le MoDem a fait, puisqu'ils ont été jugés exactement pour les mêmes faits en première instance. Soit, au contraire, eh bien, elle ruait dans les brancards. Et aujourd'hui, effectivement, elle rue dans les brancards. Sauf qu'on ne voit pas très bien à quoi ça peut mener. Oui, alors ça, on y viendra, parce qu'effectivement, il y a la question du calendrier judiciaire, de la préparation d'une présidentielle, avec ce boulet d'une procédure en appel. Enfin bon, bref, on va rentrer dans le détail. Le fait de dénoncer l'état de droit, déjà, ça prépare mal le procès en appel, parce que c'est quand même pas un bon signal. Et puis, le fait d'en appeler à la rue, à des manifestations, certes populaires et pacifiques, on se dit, très bien, mais pourquoi? Pourquoi faire? Jusqu'où? Et c'est vrai que, alors est-ce qu'on a notre petit tropisme américain qu'on a toujours en tête, l'effet Trump, mais on ne peut pas s'empêcher de penser au 6 janvier. Voilà. Est-ce que nous, les supporters de Marine Le Pen, vont aller jusqu'à la place Vendôme, ministère de la Justice, pour réclamer justice? C'est vrai que c'est une question qu'on pose. C'est une vraie question. La stratégie, on l'a bien compris, du Rassemblement national, Jean Garrigue, c'est de se concentrer sur l'inéligibilité, uniquement cette partie du jugement. Enfin, il ne faut pas oublier le reste des condamnations. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression, moi j'écoutais les radios ou les télés ce matin, qu'on avait déjà passé à l'étape suivante. C'est-à-dire oublier que voilà, il y avait le dossier. Quoi. Complètement. J'ai même débattu avec une députée du Rassemblement national qui disait « nous sommes innocents ». C'est-à-dire que leur ligne, et c'est dans la continuité de ce qui s'est passé au procès, c'est d'affirmer, de nier leur culpabilité dans cette affaire. Alors que, manifestement, même si il ne faut pas préjuger de la chose, puisqu'il y aura un appel, a priori, le dossier est extrêmement lourd. Et il y a un certain nombre de preuves qui ont même été publiées un peu partout, qui montrent quand même qu'il y a quelque chose d'assez important. Et je crois que, finalement, le tournant, effectivement, comme le disait Alex Bouillaguet, c'est qu'ils sont un peu revenus à cette stratégie anti-système qui était la leur pendant très longtemps, alors qu'ils étaient depuis quelques années alors en train de revenir, de s'installer dans le système. Et là, à nouveau, dans ce contexte de martyrisation de Marine Le Pen, de condamnation de la démocratie française, parce qu'ils y vont très très fort. C'est-à-dire l'état de droit est violé, la démocratie n'existe plus en France. Ils redeviennent cette force anti-système. Est-ce qu'à terme, ça peut être aussi un calcul payant dans la mesure où le noyau dur des électeurs du Rassemblement national est toujours sensible à cette combativité et à cet effet de repli sur la citadelle assiégée. D'ailleurs, c'est pas nouveau, c'était toujours ce qui se passait quand Jean-Marie Le Pen était condamné, par exemple, à l'époque. Donc il y a un changement de stratégie qui est clair et qui a commencé dès le procès, en fait. Thibault Mullier, c'est important. Pourquoi c'est important de rappeler finalement la base de ce dossier? Et puis peut-être aussi, parce que j'ai beaucoup entendu des critiques sur le jugement et sur le fait qu'il n'était pas suffisamment étayé. Rappelons ce qui s'est passé et la durée pendant laquelle la présidente de ce tribunal correctionnel a exposé les raisons pour lesquelles elle condamnait les cadres du RN à ces peines. Alors, la durée, je ne pourrais pas vous dire, mais l'ampleur du jugement, de la lecture complète, n'a pas été faite parce que le jugement fait 152 ou 153 pages. Ouais. Donc, c'est important, je crois, de rappeler et de ne pas se faire prendre par le cadrage
que veut imposer Marine Le Pen et son entourage, de focaliser sur la peine d'inéligibilité, en fait même pas la peine d'inéligibilité, l'exécution provisoire, et de desserrer la focale immédiate sur le détournement de fonds publics, parce qu'en réalité on est sur quelque chose d'assez ancien, peu innovant, c'est les multiples législations dans des configurations politiques assez différentes au Parlement, enfin en tout cas à l'Assemblée nationale, qui ont consisté à prévoir des dispositifs relatifs à la probité des élus ou relatifs à la question de l'exemplarité des gouvernants. C'est même quelque chose qui est plutôt ancien, puisque dès l'abolition des privilèges et le code pénal de 1791, on a déjà des premières infractions, enfin en tout cas c'est la législation révolutionnaire s'intéresse à la question de la probité des élus. Et donc rappeler qu'on est sur quelque chose d'infractionnel, mais qui est commis par des personnalités qui sont titulaires d'un mandat, et que ce n'est pas exactement la même chose, même s'il y a des infractions graves, des crimes notamment particulièrement graves, qui peuvent aussi priver de droits civiques pour des personnes qui exercent une activité professionnelle, etc. Mais que là, c'est des personnels politiques, et qu'on attend d'eux une certaine probité, exemplarité. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas nouveau, c'est même très ancien dans notre droit, de lier la question de l'inéligibilité à des peines qui concernent des élus ou des... L'inéligibilité, pas forcément. Je crois que c'est à partir des années... fin des années 80, début des années 90, que la législation est beaucoup plus costaud, on va dire. Mais la question de la probité des élus et le particularisme est quelque chose d'important. Et la magistrature, enfin en tout cas le juge judiciaire, a connu une certaine évolution. Entre la Révolution et jusqu'à la Libération, c'est vrai qu'il y avait un phénomène de... on n'attaquait pas, en tout cas sur le plan judiciaire, mais les notables. Et c'est à partir de la Libération et des années 70, avec aussi l'effet d'une consolidation de l'état de droit, d'une école dédiée, d'une déontologie assez stricte chez les magistrats, et d'une nouvelle génération à partir des années 70, que les magistrats ont commencé à sanctionner les élus locaux et nationaux sur cette question. Alors, et à ce titre-là, je voudrais juste terminer sur ça. Je ne sais pas si c'est un discours... Enfin, je crois qu'ils se vautrent pas ils ne reviennent pas dans un discours anti-système, ils donnent cette impression. Je crois qu'ils se vautrent en réalité dans quelque chose qui n'est pas compatible avec la perspective un peu plus longue de l'histoire constitutionnelle française. C'est qu'on est un pays d'abolition des privilèges, enfin marqué par l'abolition des privilèges, où l'égalité devant la loi est très importante. Et là, vous avez une réaction qui n'est pas anti-système, qui est que finalement, il n'y a pas... ils ne supportent pas que des personnalités qui deviennent ou qui prétendent être gouvernants, mais qui sont dans les appareils de pouvoir, puissent être traités de la même façon que tout un chacun. Premier regard vers Bruno Cotresse, évidemment, sur cet électorat du Rassemblement national. Pas facile de répondre, parce qu'il est c'est encore très chaud, mais comment peut-il à la fois digérer ce jugement et puis peut-être s'insérer ou pas dans cette stratégie anti-système, ce retour à une stratégie de ce style-là, à votre avis? D'abord, l'électorat du Rassemblement national va continuer d'être marqué par les grandes questions qui, au fond, sont le cœur des motivations de vote pour le RN depuis de nombreuses années, le grand triptyque, l'immigration, le pouvoir d'achat, la sécurité. Ça ne disparaît pas, ça va continuer à être les grands marqueurs toujours des électeurs du Rassemblement national. Mais c'est vrai qu'en deuxième ligne, pour les électeurs du Rassemblement national, il y a cette idée qui est une colère très importante contre le système politique, contre le système social, mais aussi contre le système politique. Et c'est vrai que dans cet électorat, l'idée de dire on ne traite pas le Rassemblement national comme les autres formations politiques, on fait tout pour empêcher l'accès du Rassemblement national au pouvoir, va sans aucun doute être un élément qui va prendre l'électorat du Rassemblement national. Il est quand même aussi sur l'idée que le Front républicain de 2024 ne lui a pas permis de gagner les élections législatives. C'est vrai que quand on regarde les voix, le Rassemblement national, il est en tête des 2 tours des élections législatives en voix, avec un score qui est très important. Donc, dans ces franges de l'électorat, bien évidemment, l'électorat du Rassemblement national
va sans aucun doute voir s'affirmer, se confirmer, au fond, c'est cette perception d'un système politique qui se barricade pour empêcher le Rassemblement national de venir au pouvoir et bâillonner ceux qui veulent porter la parole, entre guillemets, du peuple. Donc ça, sans aucun doute. Je pense néanmoins que l'électorat du Rassemblement national, s'il voyait, par exemple, la perspective Marine Le Pen disparaître du tableau et s'affirmer la perspective Jordan Bardella, je suis persuadé qu'une grande partie de l'électorat potentiel du Rassemblement national va suivre le mouvement. Alors, on y reviendra à la candidature ou à l'hypothèse ou au plan B comme Bardella dans un instant. Mais d'abord, sur le calendrier judiciaire, on a bien compris la stratégie de Marine Le Pen. Elle reste la candidate naturelle pour la présidentielle. Elle réclame une convocation rapide d'une cour d'appel. Le ministre de la Justice lui a répondu à l'Assemblée nationale. Nous avons à constater 10 jours, vous le savez, pour que l'ensemble des personnes qui le voudraient puissent interjeter appel. Cet appel est de droit et je veux rappeler ici, comme ministre de la Justice, que tout citoyen, que toute citoyenne doit pouvoir faire valoir son droit au recours, à être jugé par une cour d'appel. Et je souhaite personnellement que si Mme Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Mme Le Pen va interjeter appel. Bon, on n'a pas vraiment envie d'être à la place des juges de cette cour d'appel. Thibault Mullier, ce sera difficile de juger en droit et seulement en droit. Projetons-nous vers ce moment où la pression politique, et pas seulement du Rassemblement national, peut-être, sera à son maximum. Je crois que le tribunal correctionnel, par son jugement, a montré que la pression politique, même s'il y a un état d'impréparation et de déni manifestement au Front National, n'a pas influé plus que ça sur le jugement. Il y aura une pression politique sur la Cour d'appel de Paris et la formation du jugement, mais sur la question de juger en droit et seulement en droit, bon, une Cour d'appel... comme tout juge, en réalité, est composé de personnalités qui sont traversées par des biais. Et c'est une vision, en fait, mythifiée ou fantasmée du... ça reste des êtres humains. Montesquieu et la bouche de la loi. Mais en réalité, la justice n'est pas politique dans le sens où elle ne produit pas des règles de droit orientées idéologiquement comme pourrait le faire un Parlement et un gouvernement, mais elles appliquent des règles de droit. Et de fait, dans l'application, eh bien, vous avez forcément une part d'interprétation. Oui, il y avait une marge d'interprétation sur l'exécution immédiate de... Le raisonnement peut être discuté, d'ailleurs, il doit, comme tout, il le sera, mais les biais sont corrigés, ont vocation à être corrigés par un corps indépendant, impartial, des règles de procédure, une collégialité, le secret délibéré, etc. Pour garantir cela, l'état de droit a plutôt fonctionné. On peut discuter l'interprétation. Hein, mais... Effectivement. Alors, Sophie. même au-delà de l'interprétation, moi je pense que cette indépendance-là, nos politiques feraient bien de s'en inspirer. Et le cas de Gérald Darmanin est quand même troublant, parce que c'est lui qui, dès qu'il y avait eu cette possibilité qu'elle soit tout de suite rendue inéligible, s'était exprimé à l'automne dernier. En fait. Absolument, au moment du réquisitoire, s'était exprimé pour dire qu'il serait choqué qu'elle puisse être jugée inéligible, qu'elle soit retirée de la candidature. Il avait ensuite, il y a quelques jours... Mais il n'était pas ministre de la Justice il était ancien. À ce moment-là. Il était ancien à l'intérieur. Voilà. Après, quand il est arrivé à la justice, là, il a dit il y a quelques jours qu'il ne regrettait pas les propos qu'il avait tenus alors. Donc en fait, il les a confirmés. Et là, il insiste une troisième fois. On se demande ce qu'il cherche, s'il cherche l'approbation d'un électorat qu'il pourrait prendre à son compte s'il était lui-même candidat en 2027. Mais je trouve que ça manque quand même, si je peux me permettre, un peu de dignité. Ali. Mais alors, je pense qu'il y en a un qui outrepasse encore plus ça, c'est François Bayrou. Alors, je vous interromps tout de suite parce que j'ai prévu d'en parler un peu plus tard. Donc, Bayrou, on y reviendra. On y reviendra sur François Bayrou. Mais peut-être sur la stratégie là, de Marine Le Pen, qui parie sur un appel rapide. Bon, on verra. Quand même plus long, oui, il faut quand même du temps. On est d'accord. À quel point la fenêtre de tir, elle est étroite. Elle-même le dit, et son avocat le dit, le chemin est extrêmement étroit. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait... Certains disent que, effectivement, le procureur général pourrait, parce que c'est lui qui est chargé d'audiencer, enfin de donner une date, que ça pourrait se faire à la fin de l'année, en décembre, ce qui serait déjà très rapide, parce qu'il faut savoir
que dans le procès du Modem UDI, l'appel n'a toujours pas eu lieu, alors que le procès en première instance a eu lieu il y a 1 an. Donc bon, mais on peut peut-être prioriser ça au vu du contexte. Donc ça pourrait être possible. Et ça veut dire un jugement au semestre de 2026. Mais il faudrait que ce jugement soit naturellement bien plus favorable à Marine Le Pen que le jugement qui a été rendu, et qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire sur une éventuelle inéligibilité. Donc oui, c'est possible techniquement parlant, puisque je pense qu'il faut qu'elle puisse s'inscrire, entre guillemets, à l'élection au plus tard 6 semaines avant le premier tour de la présidentielle. Donc c'est vrai que c'est possible. Et on ne connaît pas encore les dates de cette présidentielle. Non. Mais ça devrait être autour du mois d'avril. Voilà, mais on n'a pas les dates toujours précises. Mais s'il y a un jugement en appel favorable à l'alignement des planètes au printemps dans 1 an, Marine Le Pen peut être candidate à la présidentielle. Est-ce que ça veut dire, Jean Garrigue, qu'il n'y a pas de plan B comme Bardella? Il semblerait qu'il y ait un plan B, malgré tout. Pour l'instant, on le voit, il est caché, il reste caché. Il est caché. Et cette sorte de conférence de presse déguisée qui a été la réunion de groupe, de groupe parlementaire était destinée à bien montrer qu'il y avait la chef et son adjoint qui a fait une petite introduction avant qu'elle exprime véritablement la position du groupe et qu'il fasse allégeance, en fait, ce qui avait déjà été pressenti la veille, parce qu'elle avait bien fermé la porte à une candidature... immédiate de Jordan Bardella. Alors on va écouter justement un extrait de cette conférence de presse. En tout cas, il s'adressait au groupe RN à l'Assemblée, Jordan Bardella, aux côtés de Marine Le Pen. Quel est ce pays, quelle est cette démocratie où en quelques jours, on ferme une chaîne de télévision, la première chaîne de télévision de la TNT, où l'on empêche celle qui est la leader de l'opposition et la favorite de l'élection présidentielle de concourir au suffrage des Français, où l'on requiert de la prison ferme contre un ancien président de la République et où l'on met à mort sur le plan financier le premier parti de France. Alors, on va revenir sur le fond de ces attaques, là, cette phrase où il mélange la suppression, la fin de C8, enfin le réquisitoire contre Nicolas Sarkozy. Il y a des choses à dire là-dessus, mais peut-être sur... Est-ce qu'il y a un courant pro-Bardella, Alexis Bouillagé, au sein du RN, qui pour l'instant la joue mezzo voce, mais qui pourrait ressortir? En fait, Marine Le Pen, elle a toujours écrasé le match. Oui. Et c'est pas une démocratie, le Rassemblement national. Il n'y a pas d'élection, on ne choisit pas les chefs, il n'y a pas des courants, des motions. Vous voyez, c'est l'anti-PS, en termes de démocratie interne. Et Marine Le Pen, elle écrase le match depuis le départ. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, on soulève le couvercle et avec l'option Marine Le Pen qui pourrait partir, eh bien, le RN va se confronter effectivement à des courants un peu différents. On sait que Sébastien Chenu, Bardella, c'est pas du tout sa tasse de thé. Il y en a pas mal qui n'ont absolument aucune envie de voir Jordan Bardella prendre le premier plan. Donc, ça va sans doute secouer si Marine Le Pen était écartée. Mais vous commenciez à le dire tout à l'heure, Bruno Cotresse, au sein des sympathisants Rassemblement National, il y a une force Bardella, on ne peut pas dire le contraire. Incontestablement. D'abord, remarquons que Jordan Bardella, depuis de nombreux mois, fait match nul avec Marine Le Pen en classement de sa popularité. Ils sont tous les deux sur le podium des 3 principales personnalités politiques préférées des Françaises et des Français avec Édouard Philippe. Il a même eu quelques sondages, Jordan Bardella, où il devançait Marine Le Pen en termes de popularité sur l'ensemble de la population. Ils sont tous les deux bien évidemment très fortement soutenus dans l'électorat potentiel du Rassemblement national, mais aussi dans plusieurs franges de l'électorat de droite. J'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, un sondeur, le sondage l'Institut Harris, a déjà publié une intention de vote présidentielle si c'est Jordan Bardella le candidat plutôt que Marine Le Pen, et quelles que soient les hypothèses, c'est-à-dire Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau à droite et avec Édouard Philippe qui est candidat, eh bien Jordan Bardella est crédité de 35 à 36% des intentions de vote, c'est-à-dire que l'électorat potentiel pour le moment c'est dans 2 ans, on n'y est pas encore, l'électorat potentiel pour le moment ne voit pas la différence et a envie pour le moment de propulser quelqu'un du Rassemblement national très haut
dans l'élection présidentielle, ce qui souligne que les raisons structurelles du vote pour le Rassemblement national n'ont pas disparu par enchantement hier. Et effectivement, et je reviens sur la déclaration de Jordan Bardella. Donc on ferme une chaîne de télévision, on empêche la leader de l'opposition favorite à la présidentielle de concourir, on requiert de la prison ferme contre un ancien président de la République, on met à mort sur le plan financier le premier parti de France. Bon, je ne suis pas sûr que la condamnation financière, le parti a quand même des caisses beaucoup plus pleines depuis son score au législatif. Mais bref, qu'est-ce que vous retenez de cette attaque, vous, Thibault Mullier? Cette espèce de, moi j'allais dire allez, je vais me lancer de gloubi-boulga anti-juge. On a la même référence. On a la même référence. Quelque chose qui paraît assez classique, l'usage du coup d'état judiciaire, l'usage du gouvernement des juges, les juges rouges, etc. Enfin, des formulations qui sont assez récurrentes et qui montrent à quel point pour des personnalités, alors ils dénoncent le système, hein, mais pour des personnalités qui revendiquent l'exercice du pouvoir exécutif, et a priori législatif avec une majorité absolue, eh bien, comment vous faites en 2027 si vous êtes élu, si vous détenez le pouvoir et que vous avez tenu un tel discours? Parce que vous n'avez pas les moyens, ni par la prérogative de nomination, ni par l'outil législatif avec un conseil constitutionnel, eh bien de changer en fait les juges, comme on peut le voir de manière toute chose égale par ailleurs assez limitée, mais qui touche quand même la Cour suprême états-unienne. Moi, ça m'étonne, enfin ça m'étonne pas, mais c'est très étonnant d'attaquer aussi grossièrement. Ouais. Et en plus, ils montrent à quel point, mais ça c'est le prof de droit qui parle, ils montrent à quel point ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils mélangent démocratie, souveraineté populaire, enfin c'est vraiment une terminologie utilisée qui va à contresens de leur argumentation, notamment la souveraineté. Et qui fait écho à ce qui se passe dans d'autres pays, Sophie, Marine Le Pen, qui bénéficie quand même de nombreux soutiens à l'international. Eh bien un soutien, Thomas, qu'on peut dire assez uniforme, disons un peu raide, si je peux me permettre, parce que, voilà, je cite Donald Trump qui a parlé dans la nuit, dans notre nuit de lundi à mardi, c'est une grosse affaire, elle a été interdite de se présenter pendant 5 ans et elle est la principale candidate, cela ressemble à notre pays, cela ressemble beaucoup à notre pays. Voilà, c'est ce qui a été dit du côté des États-Unis. On ne saura pas si le président des États-Unis invite les partisans du RN à investir le Palais Bourbon, mais ça y ressemble, en tout cas c'est l'odeur. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro lui-même, condamné à une peine d'inéligibilité, souhaite à Marine Le Pen, lui, de pouvoir surmonter cette persécution avec une conviction, c'est au peuple de décider. Alors toujours le peuple au-dessus des lois, un classique. C'est une cabale pour Viktor Orban, le dirigeant hongrois, qui a lancé depuis chez lui un hashtag un peu insolite, je suis Marine. Et puis alors, il y a aussi, on pourrait dire, plus c'est gros, plus ça passe. Et ben voilà, c'est le Kremlin qui a été un des plus rapides à réagir, qui a dénoncé une violation des normes démocratiques. Alors vu de Russie, évidemment, tout est possible. Puis j'ai hésité à le citer tellement le personnage est démonétisé, mais tout de même, le rappel à l'histoire de Dimitri Medvedev, m'a fait sursauter. L'ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie n'a pas hésité à lancer sur X. Il semble que, comme le 31 mars 1814, on s'en souvient, seuls les Cosaques russes puissent ramener la liberté en France, mais est-ce que Marine Le Pen les attendra ? Sous-entendu, à vous d'analyser. Souvenons-nous que si Marine Le Pen a pris ses distances du Kremlin depuis l'offensive russe de février 2022, elle y avait été reçue on s'en souvient aussi, par Vladimir Poutine le 24 mars 2017, quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle de 2017. Un autre soutien venu d'Italie cette fois. Absolument, avec le vice-premier ministre italien issu de la Lega, Matteo Salvini, qui a publié un selfie de son sourire éclatant à côté de celui de Marine Le Pen. Avec ces mots, ceux qui craignent les jugements des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux. Ce sont quelques-uns de ces Borgiens de la planète, comme les appelle notre confrère et écrivain Giuliano da Empoli dans son dernier livre publié chez Gallimard, qui sort dans 2 jours, annoncé comme aussi noir que remarquable, l'heure des prédateurs. Et il dit ceux qui ont l'habitude d'évoluer, ces prédateurs, dans un monde sans limite, ceux qui tirent leur force de l'inattendu, de l'instable et du belliqueux.
Merci beaucoup, Sophie. C'était quand même frappant hier de voir que le premier soutien international, puis qui a tourné en boucle jusqu'à ce qu'il y en ait d'autres, c'était celui du Kremlin. Jean Garrigue, c'est quand même un peu embarrassant pour Marine Le Pen. Écoutez, ça devrait l'être, mais les liens particuliers du RN avec la Russie, et notamment avec les financiers russes, ne sont pas une surprise. Dis-moi quels sont tes amis, je te dirai qui tu es. Donc, c'est très intéressant, en fait, de voir ce que sont les soutiens qui sont tout de suite intervenus, parce qu'on est quand même là en présence d'une crise démocratique qui est générale, une réflexion en tout cas sur la démocratie, sur une usure démocratique dans la plupart des pays, et avec des anti-modèles. Et les anti-modèles, ils sont là. Il y a le modèle poutinien, le modèle Orban, le modèle d'un Salvini en Italie. Et on voit très bien dans quelle mouvance s'inscrit justement le Rassemblement national. Et dans cette crise, dans la crise suscitée par le verdict, là, par le jugement du tribunal correctionnel, on voit très bien que cette attaque, et je le répète, cette attaque contre l'état de droit, la démocratie, avec des termes d'ailleurs, oui, qui sont incapables d'ailleurs de définir, cette attaque-là, elle est symptomatique de quelque chose de très profond. Oui, mais d'ailleurs, quand ces démocraties deviennent illibérales, elles s'attaquent notamment au pilier judiciaire, au pouvoir judiciaire. Ça commence toujours par le pilier judiciaire et accessoirement par la presse, aussi. Et qui est aussi une des cibles très souvent du Rassemblement national. Donc on est là dans quelque chose, je veux dire, qui est alors, finalement, c'est l'esprit de l'histoire de l'extrême droite protestataire et populiste depuis 150 ans. Mais enfin, là, on voit bien quand même que les masques tombent. Et le problème, c'est que ces masques tombent, mais par rapport, c'est ce que soulignait tout à l'heure Bruno Cotresse, par rapport à l'électorat du Rassemblement national, par rapport à ceux qui les suivent, finalement, ça passe crème. Je veux dire que c'est, au fond, ils se retrouvent dans ce comportement qui est dangereux. Je répète, qui est dangereux pour la démocratie, pour l'équilibre de la démocratie en France. Et d'ailleurs, je reviens vers Bruno Cotresse, parce que vous avez publié, et on y avait consacré un débat ici même, votre baromètre de la confiance politique, qui devrait s'appeler cette année le baromètre de la défiance. Mais il y a aussi la question du rapport des Français à la justice, de leur confiance en cette institution. Et c'est intéressant, Bruno, de comparer ce que disent les Français et ce que disent d'autres de nos voisins européens. Oui, la justice en France n'est pas perçue avec un haut degré de confiance. Dans l'échelle de confiance, elle est autour de 40 à 45% de confiance. Par exemple, la police, on est à 75% de confiance dans la police. Donc la justice, depuis de nombreuses années, elle est perçue comme d'abord compliquée, chère, lointaine, opaque, difficile à comprendre. On avait d'ailleurs testé, il y a 2 ou 3 ans dans notre enquête, aussi l'idée d'une justice perçue comme un peu politisée. C'est vrai qu'une partie de l'opinion disait oui, le problème de la justice, c'est aussi qu'elle est politisée. Donc il y a un souci dans le pays sur la confiance politique en règle générale, la confiance institutionnelle, et puis la confiance dans la justice. Et de ce point de vue-là, je dirais que sur l'ensemble du spectre de l'opinion publique, pas seulement au Rassemblement national, ça va pas très fort dans le pays. Vous savez, moi j'ai fait une mesure dans notre enquête sur la confiance. On a 19 indicateurs qui mesurent la confiance dans les institutions, dans le maire, dans la justice, dans la police, etc. Et donc j'ai calculé un score. On a quand même, la médiane du score, c'est de 13. Ça veut quand même dire qu'il y a 50% des personnes que nous avons interrogées qui, sur une échelle de 0 à 19, expriment au moins 13 fois qu'ils n'ont pas confiance dans les institutions. C'est assez grave, c'est assez lourd comme résultat. Et donc, au fond, il faudrait surtout regarder, à travers ce qui arrive au Rassemblement national, les causes un peu lointaines de tout ceci, c'est-à-dire pourquoi il y a une partie très importante du pays qui n'a pas confiance dans les institutions, qui voit la justice comme ayant rendu une décision très injuste hier. Comment expliquer tout ceci? Et il y aura sans aucun doute matière à faire quelque chose dans le pays en matière de confiance dans la justice. Merci Bruno. Il y a un débat dans le débat, d'une certaine façon, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est la question du Premier ministre. Puisque cette application immédiate de la peine d'inéligibilité, il a fait savoir qu'il était troublé, François Bayrou. Le mot ne passe pas pour le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. On l'écoute. Nous faisons face à une offensive inédite
de la part de l'extrême droite, accompagnée malheureusement par d'autres formations politiques contre l'état de droit et contre l'indépendance des magistrats, des juges. Et ce qui me trouble, c'est le trouble du Premier ministre. Il n'est pas acceptable que dans une grande démocratie comme la nôtre, celui qui préside aux destinées du gouvernement soit aussi celui qui mette en doute la loi et ceux qui l'appliquent. Et alors cette critique, elle a été reprise par Boris Vallaud à l'Assemblée, Boris Vallaud, le chef des députés socialistes, et François Bayrou lui a répondu à la François Bayrou. De droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Je considère qu'il devrait y avoir possibilité, je considère comme citoyen, qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. Voilà. Bon, et ça va continuer sans être vraiment plus clair, en tout cas sur cette réponse. Alix Bouillagues, que pense le citoyen François de ce jugement? Le Premier ministre Bayrou ne devrait pas le dire. Oui, il ne peut pas dire ça. Il est à l'Assemblée nationale, il est Premier ministre, il n'est pas citoyen. On sait qu'il le pense, depuis longtemps, et on sait pourquoi il le pense. Le problème, c'est qu'il est jugé parti dans cette affaire, parce que d'une part, lui-même, l'UDI avant lui, le MoDem, sont en ce moment eux aussi sous le coup de cette même affaire. Et il a cette vision de cette élection suprême, de rencontre entre un homme et une femme, qu'il place, pour la présidentielle, qu'il place au-dessus de tout. Et donc il estime que cette immédiateté d'une peine d'inéligibilité, eh bien, elle biaise complètement le jeu démocratique. Sauf que je pense que pour les citoyens qui regardent ça, ils se disent, mais attends, il y a une loi qui a été votée en 2016, après l'affaire Cahuzac, sous le coup de l'émotion, comme on dit, pour dire qu'il faut la probité totale, donc on fait une loi pour que vraiment ce soit bien encadré. Et puis là, à nouveau, sous le coup de l'émotion, on se dit, finalement, cette loi, elle est quand même compliquée, puisque Marine Le Pen ne pourra pas être candidate, donc on va la défaire. C'est ce qu'il a dit, effectivement, aux parlementaires. Il est en train de nous expliquer gentiment que la séparation des pouvoirs, bof, et puis surtout, il y a un pouvoir pour les puissants, et puis il y a une justice pour les plus faibles. On va continuer d'en débattre, mais vous faisiez référence aux autres dossiers. On va en parler tout de suite avec Quentin Calmet, puisque au-delà du Rassemblement national, bonsoir Quentin, bienvenue. Bonsoir Thomas. D'autres partis effectivement sont inquiétés pour la gestion de leurs assistants parlementaires européens. Voilà, on pense à deux partis en particulier, le MoDem et la France Insoumise. Commençons par le MoDem. Ses représentants ont été jugés à Paris à l'automne 2023. Le tribunal s'est prononcé le 5 février 2024. Dans cette affaire, ce sont 10 contrats d'assistants parlementaires conclus entre 2005 et 2014 qui ont été jugés problématiques par la justice. Le total des sommes détournées s'élève pour le MoDem à 250 000 €. Pour rappel, on le dit, le RN, ce sont 46 contrats et 4,4 millions d'euros, si on veut comparer. Oui, et François Bayrou, lui, il a été relaxé dans cette affaire. Voilà, François Bayrou a été relaxé, je cite, au bénéfice du doute. Il est très probable qu'un cadre et les 2 trésoriers du parti aient agi avec l'autorisation de François Bayrou et à tout le moins en l'informant de leur agissement, avait estimé le tribunal avant de préciser qu'il n'était pas rapporté la preuve de cette autorisation ou de cette information. Mais 5 anciens eurodéputés ont bien été condamnés pour détournement de fonds publics, tout comme l'ancien trésorier, ancien sénateur Michel Mercier, ainsi que les 2 partis pour complicité. Quelques jours après le jugement, le parquet a fait appel, et pas le parti politique, c'est important. Un deuxième procès pour tous les prévenus aura donc lieu, mais les dates ne sont pas encore connues. Et puis il y a aussi la France Insoumise au cœur d'une information judiciaire. Voilà, elle a été ouverte en novembre 2018. Elle serait toujours en cours. Seuls 2 anciens assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon ont été entendus et placés en mai 2022 sous le statut de témoin assisté, jamais mis en examen. Je vous confirme qu'aucune mise en examen n'est intervenue dans ce dossier, que l'instruction est à l'arrêt depuis désormais 2 ans. C'est ce qu'a déclaré à l'agence France Presse l'avocate du parti insoumis Jade Doucelin, qui affirme qu'il a été rapporté la preuve par les assistants parlementaires de leur travail au sein du Parlement européen sur la période visée. Merci beaucoup Quentin. Thibault Munier, si on doit comparer les 3 dossiers, en quoi celui du Rassemblement national se différencie d'après vous ? On a plus d'éléments sur le cas MoDem et le cas
le cas RN. Mais manifestement, à la lecture du jugement, c'est le niveau d'organisation, alors la durée, mais ça peut être comparable au MoDem, mais il y a le niveau de sophistication et d'implication de plusieurs membres, des assistants, des députés européens et des responsables du parti, son père et elle ensuite, et le qualificatif de système qui est employé dans le jugement et qui conduit, par exemple, au regard du déni, en tout cas des négations d'avoir commis une quelconque faute, et bien que le jugement, alors je cite pas mot à mot, mais caractérise objectivement un risque de récidive, parce que le système est tellement organisé et la défense a consisté à dire que nous n'avons pas fauté, qu'il y a un risque de récidive. C'est aussi ce qui explique l'exécution provisoire à ce niveau-là. Donc le cas RN est beaucoup plus important. Oui. Alors on avait remontré hier une archive de Marine Le Pen qui était sur notre antenne Public Sénat, débat en partenariat avec Radio Classique, avec Guillaume Durand et Perrine Tarnot, où on voyait Marine Le Pen dire il faut pour les cas de détournement une inéligibilité perpétuelle, totale. Donc elle allait beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Bruno Cotresse, est-ce que ça peut peser sur l'opinion, alors au-delà des sympathisants du RN, c'est-à-dire cette contradiction entre une archive d'il y a une dizaine d'années, 12 ans, et ce qu'elle dit aujourd'hui, ou alors pas du tout? Assez peu probable. Assez peu probable parce qu'au fond, pour une grande partie à la fois de l'opinion en général, mais surtout des électeurs potentiels du Rassemblement national, de ses sympathisants, de toute façon un jugement un petit peu global. Le jugement global, c'est que le système ne souhaite pas et fera tout ce qu'il pourra pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir et ne regarde pas vraiment, au fond, cette potentielle contradiction que vous soulignez. Je dirais même d'une certaine manière, peut-être que Marine Le Pen ou le Rassemblement national, le parti, pourrait presque transformer ce qui est en train de se passer comme un argument politique, au fond, en jouant, voire en surjouant la dimension sacrificielle d'une Marine Le Pen qui aurait été obligée pour son combat politique, pour surpasser toutes les difficultés et tous les obstacles que le système aurait mis sur sa route, d'une certaine manière obligée de se salir les mains, et sans aucun doute que dans l'électorat du Rassemblement national, c'est un narratif qui a des chances de prendre. L'une des informations de cette fin d'après-midi de mardi, c'est qu'une nouvelle enquête, sont nos confrères de l'agence France Presse qui nous l'apprennent, une nouvelle enquête a été ouverte après des menaces ayant visé les magistrats du tribunal correctionnel de Paris. Il y en avait déjà eu avant, au moment du réquisitoire, il y en a eu deux nouvelles là, avec une protection policière des juges, des rondes de police près des domiciles, etc. Jean Garrigue, je pense qu'il faut rappeler quand même la responsabilité des hommes et des femmes politiques dans les mots qu'ils prononcent là depuis quelques heures. La brutalisation de la vie publique et de la vie politique qu'on a constatée depuis déjà beaucoup d'années, avec une acmé peut-être au moment de la crise des Gilets jaunes, cette brutalisation des citoyens vis-à-vis de leurs élus, notamment, elle vient d'abord d'une brutalisation verbale des acteurs politiques eux-mêmes. On a vu ce qui se passait notamment dans l'hémicycle, la faute à ceux qui se sentiront visés, et on voit aussi de quelle manière, avec une grande hypocrisie, je trouve, dans les heures qui viennent de s'écouler, les moments qui viennent de s'écouler, en s'en prenant comme ça aux règles de la démocratie, à la République, des juges, on désigne des cibles aux militants du RN, aux électeurs du RN, et j'entends, moi, à la radio, dans les des prises de parole j'entends des prises de parole d'une violence extrême qui sont libérées par la parole des acteurs politiques eux-mêmes. Alors vous me direz, c'est un peu, là aussi, pardon, c'est l'historien qui intervient, on est dans la droite ligne de toute la tradition de l'extrême droite nationaliste, protestataire et populiste française, et pas simplement les néofascistes de l'extrême droite des années 30. Ça a toujours été comme ça, mais là, on est dans un moment de crise, et je le répète, de crise démocratique, où il faudrait au contraire jouer l'apaisement, jouer la sérénité,
Et c'est exactement le contraire qui se produit. Sophie, dernier mot pour conclure. Juste un tout petit mot là-dessus pour dire que je pense qu'au-delà de la voix populaire et de la voix des hommes politiques, il y a aussi l'organisation d'une influence sur les réseaux sociaux, dans les médias, et que cette influence-là, elle est organisée, elle est voulue, elle est structurée, elle manipule l'opinion publique, et on commence à voir d'où sont venues les premières attaques hier contre la juge Bénédicte Dupertuis, qui a lancé ça sur les réseaux, quels sont les groupes organisés qui sont à l'origine de ça, et qui portent une très très forte responsabilité aussi dans ce déchaînement de violences potentielles. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de votre livre, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, Jean Garrigue, c'est aux éditions Payot. À très bientôt sur l'antenne de Public Sénat.